Ce matin, on a une rencontre tout à fait spéciale. Je vais vous présenter tout de suite nos conférenciers. C'est pas par ordre d'importance, c'est par ordre de gentillesse. D'abord, Madame Jessie Tremblay, qui vient du Centre de justice de proximité, avec le beau panneau. Elle va nous parler de l'aspect légal au niveau du bail. Et par la suite, on va avoir M. José Lacognata, qui va, lui, nous parler du bail. Et vous allez voir que lui, il connaît ça. Puis il est du Centre d'accompagnement et d'assistance aux plaintes. Puis j'espère qu'il va nous faire la nuance, c'est quoi entre l'assistance qu'on fait et l'accompagnement. Alors, comme monsieur vient de me présenter, je m'appelle Jessie, Jessie Tremblay, je suis native du Lac-Saint-Jean aussi. Je suis avocate, je travaille au Centre de justice de proximité à titre d'agente à l'information juridique. Alors, ici, notre pancarte, le Centre de justice de proximité, je vais prendre quand même un petit instant pour vous le présenter, puisque ça peut être une ressource utile. Donc, quand on se questionne sur des sujets là, juridiques. Donc, du moment où on se pose une question qui a lien avec la loi, les règlements, c'est possible d'appeler au Centre de justice de proximité, de parler justement avec une agente à l'information juridique qui est à ce moment-là un professionnel du droit, alors soit un avocat ou un notaire, et donc de poser des questions auxquelles on va pouvoir répondre en donnant des informations juridiques. Donc, on peut vous expliquer les lois, les règlements, procédures, comment ça fonctionne devant les tribunaux. On peut donner beaucoup d'informations générales sur la loi, le juridique. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, contrairement à un avocat, là, ce qu'il pourrait faire dans un domaine privé, par exemple, alors nous, on ne peut pas donner d'avis ou de conseils juridiques. Ce qui fait qu'on ne peut pas vous dire expressément quoi dire ou quoi faire. On ne peut pas établir de stratégie dans votre dossier avec vous. On ne peut pas non plus calculer les chances de succès là, que vous auriez si jamais vous entreprendriez le recours. Alors ça, c'est un peu pour la présentation de l'organisme. Aussi, on peut vous outiller, donc vous donner des outils, par exemple, pour être en mesure de trouver des bonnes informations, ainsi que de vous référer donc, aux organismes qui existent et qui pourraient vous être utiles là, dans votre situation. Alors ça, c'est pour le Centre de justice de proximité. On est situé à Jonquière. On prend les appels aussi là, des citoyens, donc pas besoin de se déplacer là, pour avoir accès à nos services. Alors aujourd'hui, on est là ici pour parler donc accompagnement des aînés et des baux en résidence privée. Alors moi, je vais vous entretenir là, vraiment sur le sujet des baux en résidence privée. Donc nous, là, avec le Centre de justice, on va regarder un peu le bail de logement, les services accessoires qui peuvent y être associés, l'augmentation de loyer et les autres modifications. C'est quoi les conditions que le locataire doit respecter? Les motifs et la procédure pour résilier un bail. Qu'est-ce qui arrive si j'ai un locataire qui décède? Les modes de prévention, de règlement des différends, on va voir aussi. Rédaction d'une mise en demeure, on va parler un peu de la régie du logement et de l'aide juridique. Le bail en résidence pour aînés, c'est sensiblement le même bail qu'un bail qu'on pourrait qualifié de normal, là, quoique j'aime pas vraiment cette expression-là, mais par exemple, si j'ai absolument aucun service et que j'habite dans un appartement, alors on va avoir le même bail à la base. OK? Donc, un bail avec les droits et les obligations du locataire et du locataire. Alors, on peut aussi se rendre compte que le propriétaire, donc le locataire, doit fournir un logement en bon état, OK, pour qu'on puisse habiter dans l'appartement, mais qu'en tant que locataire, on a aussi en contrepartie l'obligation de payer le loyer. Par la suite, le locataire doit maintenir une qualité des services, OK, qu'il lui doit fournir. Mais nous, en contrepartie, par exemple, en tant que locataire, on doit maintenir notre logement en bon état de propreté. Alors, chaque obligation a son corollaire là, d'un côté ou de l'autre. Le locataire doit entretenir et réparer le logement, mais le locataire doit aussi signaler le problème au locataire, puisque lui, il ne peut pas tout voir, tout savoir toujours. Par la suite aussi, là, on a le devoir de ne pas modifier le logement. Et le locataire, lui, doit remettre le logement dans l'état dans lequel il l'a reçu. Donc, au moment où on quitte l'appartement, il faut que le logement soit encore en bon état. Procurer un milieu de vie paisible, ce qui est quand même important. Mais en tant que locataire, on a l'obligation aussi de ne pas troubler la paix. Donc, de faire attention à notre bruit, tout ça. Ça, c'est des obligations qui s'appliquent à tout le monde, peu importe qu'est-ce qu'on loue comme appartement.
Par la suite, tout à l'heure, on va voir, là, en fait, notre prochain sujet, c'est quand on conclut un bail et qu'il y a des services qui sont accessoires à ce bail-là, comme par exemple les résidences pour personnes âgées. Donc, souvent, on va avoir des services accessoires qui vont être fournis avec le bail. Donc, l'annexe 6 qu'on doit signer. Donc, c'est quand on va vraiment là, à prévoir un annexe qui va venir avec le bail pour le compléter. Donc, c'est des services additionnels aux obligations qu'on vient de voir. Donc, ça peut être des services reliés donc, directement à la personne. Donc, à ce moment-là, ça peut être un service de soins infirmiers, ça peut être un service de buanderie, un service de cafétéria. Donc, tous ces services-là, OK, donc on va prendre au moment où on va rentrer dans un appartement, qu'on va signer un bail, par exemple dans une résidence privée pour aînés, on va devoir signer l'annexe 6. Et dans l'annexe 6, il faut faire attention de vérifier que tout soit bien mentionné, dans le sens où si je prends le service de soins infirmiers, je vais aller cocher la petite case dans mon annexe soins infirmiers, puis je vais devoir inscrire à côté combien le service coûte par mois. Et je dois faire ça pour tous les services que je vais prendre. Alors, si je prends donc le soins infirmiers qui me coûte 200 $ par mois, par la suite, je vais prendre le service de cafétéria. Alors, je vais aller cocher et je vais dire, par exemple, bon, mais la cafétéria va me coûter 300 $ par mois. On donne des chiffres fictifs, mais du moins, il reste qu'il faut que tout ça soit mentionné là, dans l'annexe qui va être lui aussi parti là, au bail. Donc, ça va venir se joindre au bail principal là, qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors ici, on a un exemple d'annexe 6, qu'on peut retrouver là, sur le site de la Régie du logement, si jamais vous en avez besoin. Alors à ce moment-là, ça c'est, comme je vous disais, là, on va aller cocher la case qui s'applique à notre situation et on va aller inscrire le montant qu'on doit verser mensuellement, par exemple, pour pouvoir avoir accès à ce service-là. L'avis d'augmentation de loyer ou de modification à une condition du bail, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire n'importe quand au courant de l'année. Alors, pour pouvoir, par exemple, modifier un bail, il faut être dans les délais légaux. Et comment on fait pour savoir? Bien là, à ce moment-là, ça va dépendre de la durée totale de notre bail. Pour pouvoir modifier, donc justement dans les délais légaux, notre bail, on va pouvoir modifier le bail principal. Okay? Donc, par exemple, parfois, les locataires vont vouloir augmenter le loyer. Donc, à la place de payer 500 $ par mois, ils veulent qu'on paye 515, par exemple. Fait que ça va devoir passer par un avis de modification. Mais c'est la même chose aussi pour les services d'infirmières, les services de cafétéria. Donc, tout ce qui se retrouve dans l'annexe 6, ça va être la même procédure si on veut faire augmenter les coûts. Donc, on va devoir passer aussi par un avis de modification envoyé dans les délais légaux. Les délais sont là. Alors, si j'ai un bail qui dure 12 mois ou plus, je dois, en tant que locataire, envoyer un avis de modification de 3 à 6 mois avant la fin du bail. Donc, si j'ai un bail de moins de 12 mois, mon avis doit être envoyé de 1 à 2 mois avant la fin du bail. Et c'est la même chose pour le bail qui est sans durée, la durée indéterminée. Donc, si on ne sait pas exactement combien de temps dure le bail, l'avis doit être envoyé de 1 à 2 mois avant l'application de la modification. Donc, avant le moment où on veut mettre la modification en application, finalement. Ici, on a le modèle d'avis d'augmentation de modification d'une autre condition du bail, encore une fois, prévu par la Régie du logement. Alors, si jamais notre locataire veut faire augmenter le prix du loyer, par exemple, on devrait voir du moins apparaître là, ce document-là à quelque part, donc peut-être en main propre ou par la poste, donc, dépendamment. Je reçois, par exemple, ce matin, un avis d'augmentation des conditions du bail. Donc, par exemple, mon locataire veut que je paie 50 $ par mois de plus pour pouvoir habiter dans mon appartement. C'est quoi mes options? Qu'est-ce qui s'offre à moi? Est-ce que je suis obligée d'accepter de payer 50 $ de plus par mois? La réponse, c'est non. On n'est pas obligé. Là, nos options sont inscrites ici. Donc, on peut, évidemment, on peut accepter. Sinon, on peut refuser les modifications prévues. Pour pouvoir refuser, on doit envoyer un avis de refus, finalement, dans le mois qui suit la réception de l'avis de modification qui nous a été transmis par le locataire. Et je peux aussi, dans ce même mois-là, dire à mon locataire que je désire quitter l'appartement. Si je ne transmets aucun papier là, par la suite, je ne fais pas valoir mon opinion à mon locataire, alors à ce moment-là, on est réputé avoir accepté les modifications souhaitées.
Là, on a ici un modèle de réponse à l'avis d'augmentation et de modification. Encore une fois, sur le site Internet de la Régie du logement, on peut le trouver. Si jamais on voit arriver ce papier-là, donc de demande d'avis de modification d'une condition du bail, nous, on peut faire parvenir par la suite la réponse à l'avis avec ce formulaire. Donc, si on est un propriétaire, par exemple, un locataire, et notre locataire refuse, donc il nous transmet un avis dans le mois qui suit la réception de l'avis de modification, et il refuse les conditions d'augmentation du bail. Alors, à ce moment-là, en tant que locataire, qu'est-ce que je peux faire? Je peux évidemment ne rien faire. Donc, à ce moment-là, l'avis de refus va prendre le dessus. Le bail ne sera pas augmenté de 50 $ par mois. Mais il peut aussi, le locataire, s'adresser à la Régie du logement pour que la Régie puisse fixer par la suite les conditions du bail. Donc ça, c'est un des recours là, qui s'offre au locataire. Et le locataire peut aussi, par exemple, venir me voir directement, puis qu'on essaye de négocier, trouver un terrain d'entente. Ça aussi, ça peut être quelque chose là, à effectuer. Mais somme toute, s'il veut vraiment faire augmenter les conditions du bail, puis que nous, en tant que locataire, on refuse, bien, à ce moment-là, pour nous forcer à augmenter, il va devoir passer par la Régie du logement. Les motifs de résiliation d'un bail. Donc, on peut résilier un bail dans les délais légaux, donc qui sont les mêmes délais que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Mais somme toute, si on est dans une des conditions ici, donc c'est un article qu'on retrouve dans le Code civil du Québec et qui donne certains droits là, aux locataires. Donc, si je suis une personne avec un certain handicap et que je ne peux plus occuper mon logement à cause de ce handicap-là, je bénéficie de certaines règles de droit, finalement, qui peuvent m'avantager, ce qui fait que je ne suis pas obligée d'attendre le délai légal pour pouvoir résilier mon bail. Je peux envoyer un avis à n'importe quel moment de l'année pour résilier. Et ça, c'est vraiment quand on se retrouve dans ces catégories-là. Alors, soit on a un handicap, par exemple, qui fait qu'on ne peut plus rester dans notre appartement, soit j'obtiens un loyer modique, à prix modique, ça, c'est un autre critère, ou encore que mon état de santé, par exemple, s'est détérioré et que là, je dois recevoir des soins qui sont nécessaires pour mon état de santé. Par exemple, dans un centre d'hébergement et de longue durée, donc un CHSLD, une ressource intermédiaire, une résidence pour personnes aînées aussi. Alors, si jamais je me retrouve dans cette situation-là, je peux envoyer justement un avis écrit à mon locataire pour lui signifier mon intention de quitter l'appartement. Alors, à ce moment-là, je dois, évidemment, dans mon avis, je dois indiquer mon intention de quitter le logement. Je dois indiquer aussi les raisons qui vont justifier mon départ, la date prévue du départ, puis ça va me prendre ma signature aussi. Si je résilie mon bail actuel pour m'en aller justement là, dans une résidence pour personnes aînées, ça va me prendre des documents. Je ne peux pas juste envoyer l'avis dont on vient de parler, ça va me prendre aussi une attestation de la maison qui va m'héberger, de la résidence, qui prouve que je suis bien admise à cette résidence-là. Et ça va me prendre aussi là, un certificat, souvent signé par un professionnel de la santé, qui dit aussi que je réponds aux conditions d'admission pour pouvoir être admissible là, à la résidence pour personnes aînées. Une fois que moi, j'ai envoyé mon avis, donc j'ai envoyé mon avis de résiliation, vu par exemple ma condition de santé qui se détériore, combien de temps, c'est quoi le délai que je dois laisser au locataire? Donc l'avis, là, finalement, 2 mois d'avis, 1 mois d'avis. Donc ça va dépendre à ce moment-là de la durée du bail, encore une fois. Alors si j'ai un bail qui est à d'une durée de 1 an, je dois laisser 2 mois d'avis à mon locataire. Puis si j'avais un bail de 1 an, ou moins, alors à ce moment-là, ça va être un avis de résiliation de 1 mois que je vais devoir laisser. Mais en tout temps, c'est possible de s'entendre, encore une fois, avec le locataire pour, par exemple, à la place d'avoir un délai de 2 mois, j'aimerais ça juste un délai de 1 mois. Si lui, ça ne lui pose pas de problème, bien, la loi n'empêche pas les ententes de ce genre-là. Donc, pour ce qui est, encore une fois, de la résiliation du bail, le locataire doit quand même payer son loyer, là, même s'il résilie. Donc, on disait tout à l'heure qu'on avait un 2 mois d'avis à laisser. Alors, c'est un 2 mois qu'on va devoir payer. Alors, ces 2 mois-là, je peux continuer à habiter dans l'appartement, mais je peux aussi seulement que les payer tout en vivant ailleurs. Si, par exemple, mon locataire est en mesure de relouer mon appartement, mais à ce moment-là, on ne sera pas nécessairement tenu d'indemniser, donc de payer les 2 mois. Ça, il faut voir, il faut s'entendre avec le locataire à cet effet-là.
Donc là, on parlait beaucoup de la résiliation du bail en tant que tel, mais qu'est-ce qui advient de l'annexe 6? Par exemple, je suis dans une résidence pour personnes aînées et je dois résilier mon bail pour, je ne sais pas, je m'en vais dans un CHSLD, par exemple, parce que là, mon état de santé le requiert. Alors, à ce moment-là, pour ce qui est de l'annexe 6, tantôt, on disait que c'était vraiment les services qui sont requis par notre état de santé, par exemple les infirmières, cafétéria, la buanderie, bon, ces choses-là. Ça, c'est des services que je vais devoir payer seulement que j'ai utilisés. Okay? Donc, on n'a pas besoin de laisser 2 mois d'avis pour les services d'infirmière, etc. Donc, c'est vraiment, si j'ai utilisé seulement qu'une semaine de service d'infirmière, je vais payer seulement qu'une semaine de service d'infirmière. Donc, on paye vraiment juste ce qu'on utilise. En cas de décès du locataire, alors ça va dépendre encore une fois de si mon locataire habitait seul ou s'il y avait quelqu'un d'autre avec lui. Si j'ai un locataire qui habite seul dans son appartement, alors l'héritier ou le liquidateur de cette personne-là donc va pouvoir donner un avis de résiliation au locataire dans les 6 mois qui vont suivre le décès. Et là, à ce moment-là, il faut donner un délai de 2 mois pour la résiliation du bail, et ça, peu importe là, la durée du bail. Donc, peu importe si le bail avait de 12 mois ou moins de 12 mois. Ça nous prend quand même, dans tous les cas, un avis de 2 mois là, qui doit être laissé au locataire. On doit payer aussi, encore une fois, les 2 mois, à moins qu'on soit capable de s'entendre avec le locataire ou à moins, par exemple, que lui réussisse à relouer son appartement. Si, mon locataire n'habitait pas seul, cette personne-là, donc le colocataire du locataire, peut envoyer, dans les 2 mois du décès de son locataire, il peut envoyer un avis comme quoi lui veut continuer à habiter dans le logement. Si ça, c'est pas fait, donc si dans les 2 mois, il n'y a pas d'avis qui est envoyé au locataire, alors le liquidateur ou l'héritier de la personne qui est décédée va pouvoir, encore une fois, envoyer un avis. Donc, dans le mois qui suit les 2 mois, là, je suis consciente que c'est vraiment technique, là, ce que je suis en train de vous dire. Si je veux résilier, je laisse passer les 2 mois pour donner la chance au colocataire de mon locataire de devenir le seul locataire. Donc, si lui ne le fait pas, j'ai 1 mois par la suite pour pouvoir envoyer un avis de résiliation du bail et ainsi laisser le 2 mois d'avis. Donc ça, c'est le modèle, encore une fois, prévu par la Régie du logement qu'on peut faire parvenir à notre locataire. Les modes de prévention de règlement des différends. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Les gens, ce qu'ils connaissent le plus en général, je vous dirais, c'est la médiation en matière familiale. Donc, quand les gens vont se séparer, ils ont des enfants ou pas, il y a de la difficulté à séparer les biens ou la garde des enfants, alors ça peut arriver qu'à ce moment-là, les gens aillent voir un médiateur. Ça, c'est ce qu'on appelle un mode alternatif de règlement des différends. Alors, donc, ça peut être utile aussi là, en matière de bail de logement. Si jamais on a un conflit avec notre locataire, bien, on peut utiliser ce genre de méthode-là pour justement ne pas être tenu d'aller devant les tribunaux pour régler notre problème. Donc, parfois, la solution, facilement en négociation, on peut la trouver. Par exemple, on peut aller voir un arbitre. Arbitre, il faudrait vérifier, pardon, pour la régie, mais du moins médiation, négociation, conciliation aussi, c'est un service qui est offert par la Régie du logement. Donc, la négociation va être faite par un régisseur de la Régie du logement. C'est un service qui est, encore une fois, offert par la Régie, auquel on peut se livrer, ce qui fait qu'à ce moment-là, bien, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller voir vraiment le régisseur et d'aller plaider notre dossier devant lui. Comment je peux faire valoir mes droits? Donc, si j'ai un problème, par exemple, en matière de bail de logement, je peux faire valoir mes droits, premièrement, en rédigeant une mise en demeure, en l'envoyant. Donc, par la suite, on peut laisser dans la mise en demeure là, une ouverture à la négociation, à la médiation. Donc, depuis le 1er janvier 2016, je vous dirais que c'est ce que le législateur privilégie. Il met l'accent sur les modes alternatifs de règlement des différends. Alors, on peut les utiliser à bon escient. La mise en demeure, ce que ça doit contenir, donc premièrement, la date, le nom de la personne à qui on l'envoie. On va souvent aussi écrire la mention sous toute réserve, un peu pour se protéger. Par la suite, on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans notre cas. Donc, c'est quoi les faits qui donnent ouverture à mon droit? Qu'est-ce que je réclame? Ça, c'est bien important aussi. Nous, dans nos modèles au Centre de justice de proximité, on a toujours des paragraphes qui parlent de modes alternatifs de prévention des différends. Donc, médiation, négociation, ce dont je viens juste de vous parler.
Dans la mise en demeure, on va donner un délai à la personne pour qu'elle puisse s'exécuter. Donc, je peux laisser, par exemple, un 15 jours, un 10 jours, et je dis dans la mise en demeure, si vous n'exécutez pas, par exemple, votre obligation dans les 15 jours, bien, je pourrais par la suite intenter des procédures judiciaires contre vous sans autre avis ni délai. C'est l'espèce de phrase type là, qu'on va retrouver dans la mise en demeure. La Régie du logement, c'est vraiment le tribunal administratif qui est compétent en matière de bail de logement. Donc, tout ce qui a trait au logement, au bail de logement, doit se retrouver devant ce tribunal-là. Donc, on ne peut pas aller, par exemple, aux petites créances si j'ai un problème avec mon bail de logement parce que le juge à la Cour des petites créances n'aura pas compétence, va devoir décliner compétence à ce moment-là. Pour ce qui est des baux de logement, là, la Régie du logement est compétente jusqu'à concurrence d'une valeur de 85 000 $. Donc, je voulais vous parler aussi d'une ressource. Si jamais vous avez Internet à la maison, vous connaissez quelqu'un qui a Internet, Éducalois, que ça s'appelle. Donc, on peut taper ça sur Google et c'est un site Internet dans lequel l'information juridique est vulgarisée. Alors, des fois, on se pose des questions, on est capable de trouver la réponse sur Internet dans ce site-là. Donc, c'est des avocats ou des notaires qui écrivent sur Éducalois et les informations sont fiables, sont mises à jour régulièrement. Donc, les ressources utiles, là, si jamais vous voulez, ligne à but aîné, le CAP, Centre de justice de proximité, vous pouvez toujours nous appeler, nos services sont gratuits. Alors, je vais inviter M. Lacognata là, à venir. Alors, moi, dans le fond, je suis à la direction du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Le Centre d'assistance, c'est un organisme sans but lucratif, c'est un organisme communautaire qui a comme mandat d'accompagner les gens qui vivent des difficultés, qui ont des plaintes à formuler contre les services du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, en français, vous avez un problème avec une installation du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous jugez que la qualité des services n'est pas au rendez-vous, vous voulez vous plaindre, vous ne savez pas comment faire cette démarche-là, vous avez besoin d'aide pour la faire facilement. Vous pouvez utiliser nos services. On dessert toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre siège social est à Alma. On a un point de service à Chicoutimi. On aide les gens par téléphone, par courriel, mais aussi physiquement. Donc, on peut, quand la situation est difficile, quand la situation implique beaucoup d'intervenants, on peut se rendre à votre domicile pour faciliter ce type de démarche-là. Alors là, vous allez me dire, mais que faites-vous, M. Lacognata, avec nous pour nous parler des résidences privées pour aînés? Le CIUS, c'est quoi le lien? Les résidences privées pour aînés se doivent d'être certifiées, et ce, depuis 2005. Donc, tout ce qui est certifié, la certification, dans le fond, c'est le CIUS via une réglementation qui doit évaluer, à savoir si un propriétaire peut être certifié comme résidence. Donc, tout ce qui est certifié par le CIUS a une compétence pour enquêter s'il y a un problème de qualité à l'intérieur. Donc, quand je parle du CIUS, je parle, dans le fond, vous pourriez loger une plainte contre un hôpital, contre un CLSC, contre un centre de réadaptation, contre un CHSLD, contre une famille d'accueil, une ressource intermédiaire, un organisme communautaire qui est en santé et services sociaux, les ambulances, le centre jeunesse ou la DPJ, pour ceux qui connaissent mieux cette appellation-là, et aussi, en déficience intellectuelle, il y a un centre de réadaptation également, mais aussi les résidences privées pour aînés qui ont l'obligation d'être certifiées depuis 2005. Donc, avant 2005, si quelqu'un avait un problème qualité de service à l'intérieur d'une résidence, il n'y avait pas grandes alternatives qui s'offraient à lui. Soit il devait s'asseoir directement avec le propriétaire pour tenter de s'entendre en disant « Bien, moi, je suis venu ici en pensant que j'allais avoir telle qualité de service et ce n'est pas ce que j'ai, je suis mécontent. » Ou l'autre option, bien, c'était de déménager. Donc, depuis 2005, le législateur a mis en place une certification, donc un minimum à avoir et un levier pour les résidents qui vivraient des difficultés à l'intérieur de leur résidence. Cette certification-là, elle est évolutive. Donc, au travers de ce qui se passe, au travers des changements de loi, au travers de ce qui se vit au quotidien, le gouvernement fait parfois des modifications à ce règlement-là. Donc, il a été instauré en 2005 et il a évolué en 2007, en 2012, en 2013 et même très récemment, donc en mars dernier, donc c'est vraiment très récent, fin mars, il y a eu des modifications importantes au niveau du règlement. Ces modifications-là sont en train de descendre dans les différents CIUS et, dans le fond, sont en train d'être connues par les différents propriétaires pour être appliquées. Mais essentiellement,
vous avez des droits quand vous utilisez l'hébergement en résidence privée. Et vous savez, les résidences privées, comme le disait ma collaboratrice tout à l'heure, ce n'est pas des logements conventionnels. Donc, ce n'est pas juste un 4,5 ou un 5,5 ou un condo que vous louez. Il y a toute la partie service qu'on vous offre à l'intérieur de ça. Donc, ça fait des entités d'hébergement qui sont différentes d'un loyer conventionnel. Et des fois, les gens disent « Ouais, mais là, je vais à la régie avec ça, je vais en plainte avec ça. » Ça dépend toujours qu'est-ce que vous vivez comme problème, c'est quoi le résultat que vous souhaitez atteindre. Et dans le fond, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il y a des mécanismes de recours qui se croisent au niveau d'une résidence privée pour aînés parce qu'il y a une partie de service qui est là. Tu sais, dans un loyer conventionnel, ce n'est pas le propriétaire qui vient nous porter à manger ou qui fait le menu ou qui nous offre des soins infirmiers. Ce genre de service-là, on le retrouve dans une résidence privée certifiée. Donc, il y a différentes lois et règlements qui s'entrecoupent à travers ça. Donc, en cas de problème, vous avez différents recours qui s'offrent à vous et différentes ressources qui peuvent vous guider à l'intérieur. Quand je vous dis que la réglementation, des fois, les gens me disent « Ouais, mais tu sais, c'est la base. » Tu sais, il y a au moins ce levier-là maintenant qui existe parce que, comme je vous dis, avant 2005, il n'y avait pas de normes pour assurer un minimum dans les résidences, que ce soit au niveau de l'information que doit contenir dans le bail, que ce soit au niveau de l'encadrement clinique que le tenancier doit faire à son équipe de travail. Il n'y avait pas d'obligation comme telle. Donc, il y avait quand même des offres de services qui pouvaient être très différentes. On pouvait avoir dans une résidence une infirmière alors que dans l'autre, on n'en a pas. Donc, il n'y avait pas de seuil plancher minimum. Et tout à l'heure, quand ma collaboratrice vous disait « le bail, c'est votre instrument de base », c'est vrai. Et puis, le manuel de certification a venu créer l'obligation. Quand je vous dis le manuel de certification, c'est comme la Bible que doivent respecter les propriétaires, les tenanciers de résidences privées pour aînés. Donc, pour avoir leur certification, pour avoir le droit d'opérer une résidence, ils doivent répondre à ces exigences minimales-là de la loi. Et quand ma collègue vous disait tout à l'heure, le bail, c'est votre clé maîtresse d'entrée, il y a une obligation dans la loi qui a été instaurée. Quand on vous parlait tout à l'heure de l'annexe des services, là, cette fameuse annexe-là, l'obligation maintenant, c'est que les prix soient écrits sur votre feuille. Tu sais, des fois, on entend encore des gens dire « Bon, comment ça vous coûte quand vous restez à la Villa La Cognata? »« Ah, moi, ça me coûte 2 000 par mois. » OK, ça, c'est 2 000 pour votre loyer et vos services. Mais comme résident, vous devez avoir en tête, la nourriture, elle me coûte combien? Les soins infirmiers, ça me coûte combien? Et ça, il y a une obligation maintenant dans la certification que les gens doivent vous détailler ces aspects-là. Donc, la certification a permis ces leviers-là. Si en cas de problème, il y a quelque chose qui ne marche pas, vous avez une possibilité d'asseoir des recours et des actions concrètes avec les réglementations que les gens doivent respecter. Les catégories, dans le fond, c'est des seuils minimums. Comme je vous dis, je sais qu'il y a des changements qui s'en viennent au niveau du prochain manuel de certification, mais ce qui était en place actuellement, c'est que dépendamment des catégories de résidence, on doit assumer un seuil minimum de présence. Et des fois, les gens disent « Mon Dieu, pour 200 résidents, 1 à 2 personnes, c'est suffisant. Ce n'est pas beaucoup s'il arrive un problème. » Dites-vous qu'on a au moins ce seuil-là. Est-ce que ça pourrait être plus? Sûrement, humainement et certainement. Mais au moins, on a ça parce qu'avant 2005, on avait parfois dans des résidences, la nuit, des fois, il n'y avait pas un chat. Au niveau de notre région, on a à peu près 95 résidences privées certifiées à travers le territoire. Et il y a des résidences privées certifiées qui sont de promoteurs privés. Il y a aussi des résidences, à peu près le tiers, qui sont gérées par des conseils d'administration. Donc, ce sont des projets souvent communautaires qui ont vu le jour et qui, dans le fond, permettent à des gens aînés d'avoir un loyer abordable dans leur secteur géographique d'appartenance. Peu importe que ça soit géré par un propriétaire privé, dont l'objectif, c'est une rentabilité, donc c'est de tirer un profit, ou que ça soit géré par un conseil d'administration, ce sont les mêmes règles et obligations. Un n'est pas plus formel que l'autre. Donc, demain matin, vous vous impliquez sur une résidence à titre de membre de conseil dans votre communauté. Vous allez devoir, dans le fond, faire respecter les règles de certification et aussi avoir en tête que vous êtes également régi par ce que vous impose la régie du logement en termes de bail et en termes d'annexe. Donc,
peu importe que ce soit du communautaire ou du privé, ce sont les mêmes normes qui s'appliquent. Quand je vous disais tout à l'heure que le plaignant qui vit quelque chose a différents recours, ça dépend toujours qu'est-ce qu'il vit, ça dépend toujours de l'attente qu'il a, du résultat qu'il souhaite avoir. Mais dans le fond, si on a un problème relié à la qualité de service ou à l'intensité de service ou aux relations interpersonnelles entre le résident et le propriétaire ou le résident et un membre de l'équipe soins dans la résidence, il y a une démarche de plainte qui peut se faire. Notre rôle comme organisation, c'est vraiment de vous faciliter le recours. Quand on parle d'assistance et accompagnement, c'est des démissions qui sont balisées par la loi santé et services sociaux. Donc, d'accompagner quelqu'un dans sa démarche et de l'assister, c'est vraiment, dans le fond, de démêler dans un premier temps sa situation. Le problème part de où? C'est quoi? Donc, demain matin, vous nous appelez. Nous, notre rôle, c'est de dire, bon, bien, votre bail prévoyait quoi? Donc, on prend le temps de démêler ça avec vous. Vous payez pourquoi? Vous n'êtes pas content de quoi? Et on vous met sur la table les différentes options de recours qui s'offrent à vous. On n'est pas juriste, nous, de formation. Ça, c'est, vous avez vraiment une information plus juridique à faire valider. Vous allez frapper à la porte du centre de justice. Nous, notre rôle, c'est de vous démêler concrètement ce problème-là, voilà le recours qui s'offre à vous. La plupart de nos dossiers chez nous partent par écrit. Donc, on va vous faire une proposition de lettre en disant « Vous vivez ça comme problème dans une résidence? » Donc, il y a des choses qu'on va vous faire matérialiser par un écrit et on va vous accompagner à chacune des étapes de cette mécanique-là pour pas que vous soyez seul avec les instances en disant « Là, il y a une madame, une telle qui m'a appelé pour me dire qu'elle faisait une enquête, mais là, je ne sais pas trop ce qu'elle va faire avec ça, je ne sais pas trop c'est quand qu'elle va me répondre. » On devient un peu l'ascenseur ou le gardien pour vous aider à accomplir les différentes étapes de votre recours. Le processus d'enquête, il y a un problème relié à la certification, donc à la qualité de service. Ce sont les gens du CIUS qui sont en responsabilité d'aller évaluer qu'est-ce qui se passe. Les gens peuvent même aller vers le protecteur du citoyen en deuxième étape si vous trouvez qu'au niveau de la première étape, qui est le CIUS, ça n'a pas été satisfaisant au niveau de l'enquête que vous avez vécue. La journée où on veut vous imposer des choses, vous êtes un peu un consommateur, vous êtes la clientèle. Vous avez le droit de dire « un instant, 2/3, besoin de lire ça, ce feuille-là ». Et rien ne vous empêche après ça d'appeler, de vous renseigner avant de signer. Et ça, je vous dirais que c'est un peu le défi que nos organisations ont pour faire comprendre aux gens le fonctionnement. Souvent, les gens vont nous appeler en disant « je veux me plaindre de la hausse, mais j'ai signé ». C'est tannant. Parfois, on a un peu de levier pour dire, bien, monsieur, madame, on va les lancer dans un recours au niveau du CIUS parce que, dans le fond, ils ont signé, mais ils ont senti une certaine pression. Ils n'ont pas eu toute une information adéquate avant de prendre une décision. Mais vous êtes apte, donc vous êtes maître des choix que vous faites. Donc, si des fois vous allez trop vite, parfois les gens regrettent cette rapidité-là. Vous avez le droit de prendre un temps. On vous amène un contrat, prenez le temps. Une journée, 2 journées, 3 journées. Vous n'êtes pas dans l'urgence. Vous avez le droit de dire, attendez un petit peu. Et ma collègue vous disait, on vient vous porter une hausse. Vous avez 30 jours pour faire quelque chose avec ça. Donc, ce qu'il faut retenir, les résidences privées pour personnes aînées, ce ne sont pas des blocs à loyer conventionnels. Il y a toute une partie service qui existe via l'annexe 6. Et cette annexe 6-là, la qualité, elle est régie par un manuel de certification, par un sceau qui est donné à la résidence en disant « Oui, tu peux t'appeler résidence parce que tu t'engages à faire ces normes-là. » S'il y a un problème à ce niveau-là de qualité, on peut vous aider via une plainte dans le régime d'examen des plaintes. Dans le fond, on est mandaté pour vous accompagner à l'intérieur de ça. Si votre problème en est un qui relève de la régie du logement ou de la négociation, il y a différentes instances qui peuvent vous donner de l'information, de l'aide. Mais vous avez 2 types de recours qui s'offrent à vous parce que les résidences privées pour aînés, comme on vous le dit depuis le départ, c'est des loyers particuliers avec service. Moi, je compléterais ça comme ça pour vous laisser le temps de poser les questions. Souvent, c'est en échangeant avec les gens qu'on personnalise l'information dont vous avez réellement besoin. Donc, à la fois moi et Maître Tremblay, on est là pour vous s'il y a des parties qui sont moins claires ou si vous avez des besoins un peu plus particuliers d'information. Moi, j'habite un bloc appartement régulier. Les propriétaires de CHSLD l'ont acheté.
Et là, on est aux 13 locataires sur 16 qui avons plus de 65 ans. Et puis là, on veut nous transformer en CHSLD. Donc, on est arrivé avec des prix et tout ça. Là. À quelque part, on va s'informer parce que là-dedans, il y a des personnes qui ont 80 ans puis ils ne veulent pas s'en aller d'un CHSLD. Ils sont encore mobiles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Votre question m'embête dans le sens où un CHSLD, c'est un centre d'hébergement de soins de longue durée. C'est public ou c'est privé avec certification particulière et il n'entre pas là qui veut. Dans le fond, c'est selon une évaluation de l'état de santé de la personne. Ça doit correspondre à une cote de baisse de capacité, donc d'incapacité de santé. Et c'est cette évaluation-là qui fait qu'une personne doit ou peut aller en CHSLD. La mobilité n'est pas le seul critère. C'est vraiment, dans le fond, des critères médicaux, psychosociaux. Et il y a une évaluation, souvent, c'est fait par professionnels du CLSC. Donc, une conversion d'un immeuble en CHSLD, c'est clair que ça va apporter des changements au niveau des résidents. Est-ce que c'est vraiment un CHSLD qui va prendre cette place-là ou un autre type d'hébergement? Parce que si c'est un CHSLD, c'est clair que c'est rattaché au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et comme je vous dis, c'est une évaluation des besoins. Donc, les personnes qui sont là, s'ils n'ont pas besoin avec la cote d'aller en CHSLD, c'est sûr qu'elles vont devoir être relocalisées ailleurs. Et si elles sont aptes, bien, elles vont devoir faire certaines démarches par elles-mêmes. Moi, j'aurais une personne qui a pris un bail il y a, disons, quelques années. Il était un couple, puis il y a une personne de décédée. Maintenant, elle avait sur son bail le lavage, bon, etc. Mais maintenant qu'elle est seule, elle fait son lavage. Mais elle paie encore. Est-ce que... Bien, là, on lui a répondu que c'était le premier bail qu'elle avait signé et il est renouvelé, donc c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est correct? Bien, en fait, là, ce que je semble comprendre de votre questionnement, c'est à savoir, est-ce que je peux modifier un peu mon bail en cours de route? Comme on disait tout à l'heure, là, c'est possible d'aller parler avec le locataire pour essayer de s'entendre sur quelque chose. Là, vous me dites peut-être la personne ne bénéficie plus du service de buanderie, mais elle paye encore. Alors, à ce moment-là, c'est possible de passer par les modes alternatifs de règlement des différends, donc la négociation ou la médiation, pour essayer de s'entendre. Mais reste que le bail en tant que tel, pour pouvoir le modifier, il faut être dans les délais légaux. Puis pour votre situation aussi, il y a un autre aspect, dans le fond, en plus je dirais des règles et usages au niveau de la Régie du logement, un autre item qu'il faudra vérifier, est-ce que dans cette résidence-là, le service de buanderie fait partie de l'offre de base? Parce qu'on a aussi cette réalité-là au niveau des résidences privées pour aînés, où des résidences, pour être certifiées, vont inscrire, dans le fond, que moi, au minimum, ici, j'offre excusez l'expression anglaise, mais un package deal, que c'est loyer, nourriture et ménage. Donc, même si je ne le veux pas, mais il faut que je le sache avant de signer mon bail, là, mais même si je veux pas tel service d'entretien ménager, ici, à la Villa La Cognata, moi, c'est ce que j'ai dit que je ferais. Et dans le fond, c'est comme ça que j'ai été certifié. Alors, il faut voir aussi cette particularité-là. Un exemple de situation, je suis dans une RPA. Je suis au 2e étage. Mais mes besoins me donnent, j'ai de la misère à marcher, j'aimerais déménager au 1er étage. Ont-ils le droit de charger des compensations de 300 $ pour me déménager en bas? Ils appellent ça de l'administration. Moi, là-dessus, je vous dirais, est-ce que vous êtes obligé pour vous faire déménager, une fois que ça a été entendu que vous pouvez partir du 204 pour aller vers le 106? OK? C'est entendu, peut-être que la chambre du 106 vous coûte plus cher. Vous avez réglé cette poutine-là, l'entente est claire. C'est une obligation que vous avez, que ce soit les bras de la résidence qui vous descendent dans le 106. Votre beau-frère, peux-tu le faire? Admettons, mes enfants me déménagent. Bien, à ce moment-là, bien, je m'explique un peu mal l'obligation de vous charger. Dans le fond, dans votre bail, il n'y avait pas d'inclusion de service de déménagement. Donc, si on veut vous charger des frais additionnels à ce qui est prévu, et tu pourras me corriger si je erre au plan légal,
Dans le fond, c'est un service additionnel qu'on veut vous facturer. Bon, comme tout service, vous avez le droit de dire oui ou non. Parce qu'il y a des résidences qui font signer un papier avant, comme de quoi on vous demande, c'est de l'administration. D'après moi, c'est illégal. Et là, on tombe toujours dans « prenez le temps ». Bien, c'est la même chose chez nous. Si vous changez d'appartement, ils cherchent 300 $. Est-ce que c'est normal? La raison qu'ils nous donnent, c'est qu'il faut qu'ils repeinturent, il faut qu'ils lavent, bon, ils désinfectent, etc. Est-ce que c'est correct? Moi, j'essaie toujours un peu de faire le comparatif avec un loyer conventionnel. La personne part vers un autre loyer du même propriétaire, mais elle change de place, elle peut vivre une hausse parce que l'autre loyer a peut-être plus de commodité. Souvent, le propriétaire va remettre à neuf et à propre le loyer existant. Juste pour ajouter un petit quelque chose à ça, dans le privé, là, ça se fait pas, ça. Moi, je l'ai fait. J'ai déménagé d'un demi-sous-sol à un rez-de-chaussée. Puis mon propriétaire, il ne m'a pas chargé une scène pour le déménagement. Puis il avait peinturé le loyer neuf avant que je rentre, puis il a repeinturé le loyer que je suis partie après que je suis partie. Puis c'est pas un frais qui est supposé d'être chargé. Est-ce que je dis oui ou non à ça? Parce que ce que vous me décrivez là, c'est assez rare dans un bail, en tout cas moi je ne l'ai pas vu encore, qu'on prévoit des frais de déménagement éventuels dedans. Si ça serait le cas, que dans un bail, dans l'annexe 6, on prévoira des frais de déménagement éventuels, ça se négocie ensemble avant de signer ça. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça que je vous disais, moi, dans ma présentation, prenez le temps. En tant que locataire, on a l'obligation de conserver notre loyer en bon état. Mais en tant que locataire, donc le propriétaire, lui aussi, il a le devoir de nous donner un loyer en bon état d'habitabilité. Ce qui fait qu'il y a un certain rôle à jouer aussi là, dans la remise en état du loyer. Une autre question. Oui. J'ai un patient, disons, dans une RPA. Moi, il dit du poisson le soir, il dit j'aime pas ça. Fait que la cuisinière, elle va te faire 2 tours avec du coton. À mon avis, au prix qu'il paye, il devrait avoir un repas décent. Là, vous tombez dans la belle, délicate question des menus substituts. Vous savez, dans le fond, il y a une certaine obligation éthique que si quelqu'un aurait une allergie grave, une intolérance reliée à sa santé, que vraiment on ne tombera pas dans les accommodements raisonnables parce qu'on n'est pas là pour ça, mais vraiment quelque chose que le choix de menu serait contraire à sa vie, sa santé ou bon, à des principes religieux ou quelque chose du genre. Il y a un principe d'accommodement qui vient. Bon, on n'aime pas le poisson, on veut un menu substitut. Dans le fond, l'obligation, c'est d'offrir un menu. C'est ça l'obligation. Si dans l'offre de service, on parle du menu substitut et on le décrit, tant mieux. J'ai rarement vu des tenanciers prévoir d'emblée que le type de menu substitut sera telle chose. Est-ce que c'est illégal si la personne refuse parce qu'elle n'aime pas ça de manger du poisson? Ils ont quand même offert quelque chose. On s'entend que ce n'est pas très gastronomique, ça, je vous l'accorde. Pour une fois, ça peut faire. À moins qu'il y ait une offre de service complète qui dit que si on n'aime pas le menu, on a le menu substitut qui est telle chose. Je vous dirais que l'obligation est là quand il y a un élément de santé. Le goût, c'est sûr que ce n'est pas plaisant de ne pas avoir un choix copieux parce qu'on n'aime pas un mets. Mais comme je vous dis à la base, si la résidence ne l'a pas clairement établi, moi, si vous n'aimez pas ça ou que vous ne pouvez pas en manger, le choix B, c'est une crêpe ou le choix B, c'est du poulet. On n'a pas un grand levier là-dessus. Moi, c'est à propos du ménage dans les résidences pour personnes âgées. On m'a déjà dit que le gouvernement donnait un montant spécial qui était alloué pour ça. En tout cas, un surplus là, qui donnait c'était la résidence qui l'administrait. Puis ensuite, il envoie quelqu'un une demi-heure par semaine pour faire le ménage dans chaque place. Là. Est-ce que c'est une obligation que la personne... Est-ce que c'est vrai aussi qu'il y a un montant qui est donné par le gouvernement spécialement pour ça, là? Et puis à la résidence? Puis si la personne elle veut faire son ménage, là, quand même, la résidence elle englobe quand même l'argent. Il y en a qui aiment ça quand même, qui sont capables encore.
En tout cas, c'est un petit peu ça là, que je voulais savoir, parce que j'ai eu connaissance, en tout cas, de choses. Votre question a plusieurs axes de réponse. Je vais être franc avec vous. Premièrement, les sous dont vous me parlez, ça peut être un programme X. Ça peut être aussi, parce qu'il y a des résidences, des fois, que ce n'est pas leur personnel qui fait le ménage. Ils vont engager une entreprise d'économie sociale. Est-ce que c'est dans cette zone-là que votre question, votre réalité se situe? Il y a aussi toute la question du crédit d'impôt pour le maintien à domicile. Donc, quand les gens habitent en résidence, ont le droit à un crédit d'impôt quand ils reçoivent des services personnels. Et souvent, dans bien des cas, c'est la résidence qui va aider le résident à gérer ce programme-là. Donc, des fois, ce qu'on va lui dire, c'est, écoute, ici, bon, ça coûte 1500 $. Toi, tu vas aller chercher le crédit d'impôt, ça va t'en coûter 1200 parce que le crédit nous est versé. Donc, votre question peut avoir différentes réponses parce que ça dépend comment c'est organisé dans cette résidence-là. Et pour votre autre question, au niveau du ménage, c'est un peu relié à ce que Madame nous exposait tout à l'heure. Il y a aussi la réalité, qu'est-ce qui est l'offre de départ? Donc, moi, j'ouvre une résidence, je m'engage à offrir ça à la base, et c'est là-dessus que je suis certifié. Donc, même si je veux faire mon ménage seul, peut-être que ça vient dans mon package deal de départ. Par contre, on devrait me le dire au moment de la signature. Toute la nuance est là, de prendre le temps qu'on vous explique bien les choses avant d'apposer la signature. On ne le redira jamais assez, la clé devient et reste quand même le bail. Le contrat est là. On l'a vu tout à l'heure, on peut faire certains changements, refuser certaines hausses si on fait les choses de la bonne façon dans les bons temps. Et s'il vous plaît, je vous passe ce message-là. On a parfois des gens, nous, qui reçoivent des avis d'augmentation et qu'en guise de manifestation, en disant « moi, je ne veux pas hausser ici de 60 $ par mois », au lieu de répondre non, ne répondent pas au propriétaire en disant « je ne suis pas d'accord ». Il va le savoir. Je ne réponds pas. Fait qu'il va bien s'en rendre compte que je ne suis pas d'accord. Et ça fait l'effet inverse. Si vous ne répondez pas, après le délai, ça s'applique automatiquement. Et là, on ne peut pas revenir en arrière. On a perdu nos leviers. À l'annexe 6, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que tu as les services qui sont offerts par le propriétaire, la partie 1, et la partie 2, le service qui est offert, qui est le personnel, le locataire demande, il fait une demande de service. Parce que tu as deux, là. Ta partie 1, c'est le propriétaire qui dit, bon, ben moi, au niveau du lavage, j'ai une salle de ménage, une laveuse sécheuse, puis ça coûte tant pour l'avoir. Ça, il va offrir ça. Oui. Et il offre aussi, dans les services personnels, la buanderie. Donc, à ce moment-là, c'est le linge de maison ou bien les vêtements. Fait que là, pour répondre à Mme Laprise, peut-être qu'il faudrait distinguer c'est quoi au juste la Madame, où c'était coché ses services, parce que si c'était coché au service personnel, puis que le mari meurt, bien là, je veux dire, c'est plus le même prix, là. Il y a un paquet de choses, dans le fond. Vous savez, le vieil adage qui dit que c'est du cas par cas, c'est réel, parce que avant de vous garrocher n'importe quelle réponse, souvent notre réflexe à nous, si vous appelez, puis je sais que c'était la même chose du côté du centre de justice, il faut avoir une idée claire de qu'est-ce que vous avez signé au départ, comment c'est phrasé, et la façon dont c'est phrasé, est-ce que ça respecte les principes légaux ou les principes de la certification. Mais c'est clair qu'on ne leur dira jamais assez, votre bail devient un contrat, ça devient le carré de jeu que vous avez. Le plus il est précis, le plus vous l'avez compris, le plus vous l'avez négocié, le mieux c'est pour vous. Lorsqu'on a des personnes qui doivent changer d'endroit pour des raisons de santé, on disait tout à l'heure que la personne doit donner un avis de 2 mois. Ça veut dire que ça, il faut qu'elle paye pendant 2 mois son loyer. Même si ça s'en va au CHSLD, puis payer là aussi au loyer. Donc, ce qu'on entendait dire, on ne paye pas 2 fois à la même place, ou on ne paye pas à 2 places en même temps, c'est plus vrai. Vous savez, ça a toujours été comme ça. Et avant, c'était 3 mois. Là, c'est tombé à 2. Maintenant, c'est que la partie locative. Avant, c'était l'entièreté de l'œuvre. Et il y a quand même une subtilité. Si le propriétaire de la résidence privée pour aînés, donc la RPA, réussit à louer la place que vous avez laissée vacante,
vous êtes en mesure de dire, bien là, j'ai plus besoin de te payer, elle est déjà occupée. Parce qu'un propriétaire ne peut pas charger de loyer en même temps. Le défi, parfois, c'est de le savoir, c'est de s'en rendre compte. Souvent, c'est un défi. Je vous dirais qu'il y a quand même une proportion de gens qui vont le dire très facilement en disant, écoute, on s'entend, j'ai déjà quelqu'un qui veut prendre ta place, c'est beau, tu t'en vas. Mais il faut quand même rester vigilant là-dessus, effectivement. Mais c'est clair que si le propriétaire a reloué son entité, vous êtes à même de négocier, de dire, bien là, je n'ai pas besoin de te le payer, elle est occupée. Pour compléter, en droit civil, ce qu'on veut, c'est pas enrichir une personne, mais ce qu'on veut, c'est éviter que les gens subissent un dommage par rapport à nos actions. OK? Donc, c'est un peu pour ça là, que monsieur aussi disait, si par exemple, le propriétaire est en mesure de relouer l'appartement, bien, à ce moment-là, c'est très possible qu'on puisse aller voir le propriétaire et dire, bien, écoute, là, tu subis pas de perte, par exemple. Tu subis juste un mois de perte, ce qui fait que je vais te payer un mois. Il y a une chose, me semble, dans les formulaires pour demander une modification de bail, là, le locataire peut en demander une modification de bail, lui. Ou bien c'est juste le locataire qui demande des modifications. Écoutez, à ce moment-là, moi, j'aimerais faire des vérifications avant de vous donner une réponse exacte, parce que c'est vrai que le propriétaire, lui, peut faire des modifications là, au bail. Là, il faudrait voir, là, c'est comment est-ce que le locataire, lui, peut en faire si jamais il le peut. Certainement en négociant, ça peut se faire, là, comme on n'arrête pas de vous le répéter. La négociation, ça peut vraiment être un moyen de trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. Mais autrement, il faudra aller voir dans la loi quels sont les pouvoirs qui sont donnés aux locataires pour pouvoir faire modifier leur bail. Mais j'imagine si c'est un bail de 1 an, la même chose que dans le privé, si tu veux changer des choses, bien, tu peux en faire la demande, enlever ou rajouter des choses quand tu re-signes ton bail pour la prochaine année. Que le bail, c'est quelque chose qui se renouvelle automatiquement. Ce qui fait Oui, qu'on... je le sais, mais si tu fais... non, ça, je comprends, là. Mais je veux dire, en dedans du 2 mois, par exemple, si toi, tu veux changer quelque chose dans ton bail, en tant que locataire, le locataire peut le faire, mais le locataire peut également... Si moi, j'ai un avis d'augmentation, par exemple, puis pas que je conteste, mais que j'ai les 2 mois pour faire des changements si je veux un stationnement supplémentaire ou peu importe ce que je veux, mais je peux faire ajouter des choses dans mon bail dans le 2 mois qui est possible de changement, là. En tant que locataire, j'ai la possibilité de faire ça. Ça veut dire que même dans des résidences, les personnes devraient avoir la possibilité de faire des changements. S'il y avait la buanderie, puis là, ils ne veulent plus, bien, il faut qu'ils regardent. Tu ne peux pas décider en milieu de bail, peut-être, mais quand tu arrives à la fin de ton bail pour le renouvellement de l'autre, bien, tu dois être capable de faire des changements, non? C'est justement ce que je voulais vérifier. C'est en plein dans la question que Madame avait posée aussi tout à l'heure. C'est certain que, comme on dit, là, on peut aller voir le propriétaire et essayer de négocier quelque chose. Mais sinon, pour ce qui est de la loi, là, exactement, qu'est-ce que ça dit à ce sujet-là? Je ne veux pas vous induire en erreur, vous dire n'importe quoi non plus. Alors, ce qui fait que si vous voulez avoir peut-être des informations plus exactes, je ne sais pas, je peux peut-être transmettre l'information à une personne ressource ici, ou sinon, vous pouvez toujours là, nous appeler directement au centre de justice, qu'on fasse la recherche. Et pour compléter, dans le fond, votre intervention, il ne faut jamais perdre à l'esprit que la résidence privée pour aînés, et qui est un milieu certifié, a une obligation de donner des services. Et quand je vous disais l'offre de base, on en revient un peu toujours là. Il faut comprendre, dans le fond, la résidence qu'on choisit, quelle offre de base elle va toujours devoir donner. Et souvent, sur cette offre de base-là, on ne peut pas trop concilier les choses. Parce que, dans le fond, ce n'est pas un loyer conventionnel. C'est vraiment un loyer avec service à la personne. Et c'est ce qui fait qu'elle devient une ressource d'hébergement certifiée. Donc, il y a toujours cette notion-là avec la réglementation qui est en vigueur, parce que sinon, dans le fond, vous pourriez avoir un propriétaire qui loue une tour d'habitation conventionnelle, oui, peut-être à une clientèle aînée, puis qui dit, moi, ici, c'est du 65 ans et plus, mais il ne donne aucun service. À ce moment-là, il n'est pas certifié. Ce n'est que le bail qui est en application. Donc, il faut toujours avoir ça aussi en tête. Puis, pour répondre à votre question, si vous voulez ajouter des services, ça, on a rarement d'appels là-dessus en disant « je voulais des services de plus, je les paye ». Ça a l'air d'être assez flexible dans ce secteur-là. Souvent, c'est pour recalibrer des choses où les gens ont des difficultés. Puis, dans le fond, nous, on s'assure d'attacher les choses correctement avant de vous en faire enclencher certaines démarches aussi.
Pour se protéger une personne âgée qui va rentrer dans une RPA, ce serait de prendre des photos de l'appartement vide avant, de conserver ça. En cas de décès, reprendre les photos tout de suite après, pour pas que les propriétaires disent, ben, gars, il était tout brisé, j'ai trouvé de réparer, puis des fois, aujourd'hui, on peut plus faire confiance à personne. Bien, vous savez, votre réflexion pourrait se faire dans un loyer conventionnel aussi. Vous savez, même des fois, les gens qui vendent de l'assurance vont dire aux personnes, faites un inventaire de vos biens, prenez des photos des pièces qui ont une certaine valeur. Votre conseil pourrait s'appliquer à différentes situations de la vie des gens. Puis ça peut être une très bonne formule. On n'est jamais assez prudent dans ce qu'on fait. On ne tient jamais assez un registre des possessions qu'on a et de l'état des lieux. Mais si vous jugez que ça peut être un plus ou facilitant dans votre vie, effectivement. Si des fois vous avez des questions, vous n'êtes pas certain, la QDR est là pour ça. Pour vous aider. Et on travaille en équipe avec vous. Donc, vous savez, on a tous des rôles différents à jouer. L'important, c'est que les gens qui ont des besoins trouvent réponse à leurs questions ou soient accompagnés dans les bons recours selon ce qu'ils souhaitent faire, tout simplement. Merci beaucoup. Merci.